Bonjour à tous et bienvenue donc pour ce nouveau format. Alors, on avait l'habitude de réaliser des webinaires. Aujourd'hui, on a un format spécial pour vous. C'est la première masterclass animée par l'Africa Innovation Lab. Et pour démarrer, donc on a avec nous un invité et un expert de renom, donc Badr Bouspat, et pour nous parler d'un sujet qui est vraiment d'actualité, c'est l'intelligence artificielle. Alors, pour introduire cet événement, je laisse la parole à la directrice stratégie, partenariat et communication de CFC, Manal Bornossi. Merci beaucoup, Ced. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui à cette masterclass organisée par le Africa Innovation Lab. Je souhaitais rappeler rapidement ce qu'était le Africa Innovation Lab. C'est une initiative qui est coportée par Casablanca Finance City et la région de Casablanca Stat, qui a pour but d'accompagner l'émergence de l'écosystème FinTech au Maroc et plus largement en Afrique dans un second temps. Alors, nous organisons un certain nombre d'événements. Vous avez peut-être assisté à certains. En tout cas, ils sont tous accessibles sur notre chaîne YouTube. C'est effectivement la première fois que nous organisons ce format masterclass. Et pour ce faire, on a le plaisir d'avoir un expert international, M. Badr Bouspat. Je suis personnellement ravie de l'avoir parmi nous aujourd'hui. Alors, Badr Bouspat, il est entrepreneur en série, il est conférencier international, il est orateur TEDx. Vous pouvez avoir accès à ses interventions sur YouTube. Il est fondateur de AI Intelligence. Je ne vais pas vous lire sa biographie, elle est accessible sur Internet, mais personnellement, je l'ai rencontré dans le cadre de l'Alliance mondiale des places financières internationales. Il est représentant du centre financier belge. On a eu l'occasion d'échanger à plusieurs reprises sur son parcours que je trouve extrêmement intéressant. Je suis vraiment ravie qu'on puisse en savoir plus aujourd'hui. Il est auteur de 2 livres et j'ai chez moi son premier livre, là j'espère que vous le voyez, qui a été l'un des plus lus sur l'intelligence artificielle dans les pays francophones. Il a écrit un 2e livre aussi sur l'intelligence artificielle. Donc, vous l'avez compris, nous sommes entre de bonnes mains. Je souhaite vous remercier pour votre présence parmi nous. Et Badr, je souhaitais la bienvenue à toi. Si tu peux mettre ta caméra. Et puis, la parole est à toi. Merci. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, merci beaucoup Amanal pour cette introduction. Je remercie aussi Casablanca Finance City pour cette invitation. Je suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui pour parler d'intelligence artificielle dans le secteur financier. On va essayer un petit peu de débroussailler le domaine et de vous faire comprendre les fondements de l'IA et son utilité dans le secteur financier et bancaire et assurantiel. Donc, je vais partager avec vous le PowerPoint pour que vous puissiez suivre. Ce que je vous invite à faire, c'est vous installer confortablement et d'écouter cette conférence. Le PowerPoint que vous avez en face de vous, que je vous partage maintenant. Attendez, je vais vous faire ça tout de suite. Voilà, est un PowerPoint, on va dire, qui reprend quelques points, mais comme le dit la dernière étude performée par Amazon, les PowerPoint sont obsolètes aujourd'hui parce qu'ils partagent des points de vue, des mots-clés, mais ne partagent pas un raisonnement. Donc, je vous invite à écouter davantage ce que je vais vous dire parce que les raisonnements sont les plus importants à considérer dans cette masterclass. Donc, on va commencer un petit peu avec la définition de l'IA, essayer de vous faire comprendre d'où ça part pour arriver finalement au secteur financier. Très important de pouvoir comprendre l'essor de cette technologie et surtout son développement à travers le temps. Effectivement, ça a été mis en place par le fameux Alan Turing que vous connaissez toutes et tous dans les années 30 via un papier scientifique extraordinaire qui voulait imaginer un robot ou une machine ou un ordinateur qui pouvait parler. C'est ce qui a donné nécessairement par la suite le test de Turing. Alors, le test de Turing, vous en avez sûrement entendu parler, c'est ce test qui essaie de comprendre si un ordinateur pouvait remplacer un être humain dans le champ conversationnel. Pour faire bref, on isolait un être humain et un ordinateur, et l'être humain devait discuter avec l'ordinateur, et le but, c'était de voir si l'être humain pouvait identifier l'ordinateur comme étant un potentiel être humain avec lequel il échange.
Comme vous pouvez le constater, dans les intelligences artificielles conversationnelles qui existent aujourd'hui sur le marché, le test d'Alan Turing ne vaut plus rien, car effectivement, lorsque vous parlez à Alexa d'Amazon ou à Google ou à Siri, lorsque vous lui posez une question aussi complexe que déterminer l'intégrale d'AX plus B, etc., qui vous donne la réponse immédiatement, effectivement, vous pouvez directement comprendre que ce n'est pas un être humain qui s'entretient avec vous, mais plutôt un robot ou une machine. Donc, le test de Turing était intéressant pour réfléchir l'intelligence artificielle. Et en réalité, le terme d'intelligence artificielle a été créé lors du Dartmouth College, donc initié par des grands chercheurs comme Minsky. Le but était de créer en fait une discipline à part des sciences informatiques. Donc, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé intelligence artificielle. Donc, d'abord, c'est un terme plutôt marketing pour un peu susciter la réflexion, pour un peu stimuler l'innovation à ce niveau-là. Et si on doit définir l'intelligence artificielle, je dirais que d'abord, il y a autant de définitions que de l'intelligence artificielle que de spécialistes d'intelligence artificielle, mais on va faire bref. C'est un petit peu l'ensemble des systèmes algorithmiques qui essaient de reproduire certaines actions, certaines tâches spécifiques avec un coût plus faible, avec une marge d'erreur plus faible et avec une efficacité supérieure. Donc, c'est un petit peu ces systèmes non biologiques qui reproduisent des activités neuronales lorsqu'il s'agit du deep learning, par exemple. Donc, en gros, schématiquement, c'est nous avons des données à disposition, nous faisons entrer les données dans une machine, nous avons une information au bout de course. Et c'est grâce à cette information qu'on va avoir une prise de décision de meilleure qualité. C'est ce que je vais parcourir avec vous dans le secteur financier. Pour la petite histoire, pas de conscience artificielle aujourd'hui, tout simplement parce que la conscience artificielle est très complexe et transversale. Et aujourd'hui, l'état des études, c'est de l'automodélisation. Donc, l'automodélisation, c'est un robot qu'on met dans une pièce qui fait des mouvements aléatoires. Et grâce à ces mouvements aléatoires, il est capable de se repérer dans l'espace. Donc, comme vous pouvez le constater, l'observer, on est très, très loin d'une conscience artificielle qui anime l'homme et qui détermine l'homme aujourd'hui. Donc, le développement de l'intelligence artificielle est très intéressant à comprendre d'un point de vue hardware pour pouvoir comprendre comment l'IA peut alimenter les activités du secteur financier. Donc, j'imagine que vous avez déjà entendu parler de la loi de Moore. Donc, cette loi qui n'est pas une théorie, mais plutôt une observation empirique, stipulant la chose suivante, c'est qu'il faut tous les 2 ans, en réalité, le nombre de transistors sur une puce de silicium se divise par 2. C'est-à-dire qu'on a de moins en moins besoin d'éléments, d'outils, on va dire, physiques pour créer de la mémoire, créer de l'efficacité au niveau du calcul. Comme vous pouvez le constater ici sur l'image que vous avez sur le PowerPoint, vous avez effectivement en 1950 un seul transistor et dans les années 2010, on arrive à un microprocesseur de 8 milliards de transistors avec une taille infime par rapport à ce qu'on a connu en 1950. Alors aujourd'hui, l'intelligence artificielle connaît un développement extraordinaire via des méthodes diverses et variées. La question qui se pose aujourd'hui, l'état de l'art au niveau de l'intelligence artificielle, c'est que finalement, dans les dernières études, notamment en deep learning, on constate qu'il y a une évolution de la qualité, on va dire, de l'efficacité de calcul des intelligences artificielles qui fait parfois x44. C'est ce qu'on a constaté dans les dernières études, alors que, comme on vient de l'expliquer aujourd'hui, l'efficacité de l'hardware ou le développement de l'hardware fait x2. Et donc, lorsque vous voyez ce déséquilibre entre le développement de x44 de certains algorithmes d'intelligence artificielle et d'hardware qui fait uniquement x2, ça reste une observation empirique, on constate que l'intelligence artificielle va beaucoup plus vite que le matériel à disposition pour la développer. Donc, la question qui se pose, est-ce qu'il va y avoir un gel, une ère glaciaire de l'IA? Eh bien, c'est tout à fait faux parce qu'en fait, on constate que de plus en plus, il y a une nouvelle manière d'intégrer de la mémoire et intégrer de l'efficacité, j'allais dire computationnelle, mais plutôt informatique, sur des supports bien différents. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui, l'intelligence artificielle ne connaît pas d'ère glaciaire alors que ça a été prédit depuis plusieurs années. Alors, c'est la deuxième révolution de l'humanité. Pourquoi? Parce que la première concerne la mécanisation, donc en gros, la puissance, on va dire, musculaire humaine pour faire des tractions, par exemple, des activités physiques comme par exemple tirer une charrue, etc. Ça a été automatisé. C'est ce qu'on appelle la première révolution, une révolution mécanique. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle une révolution cognitive, c'est-à-dire
une dynamique qui permet d'automatiser des tâches cognitives. Je vais vous donner un exemple très simple, l'automatisation par l'écrit. Lorsque vous utilisez Alexa Amazon et que vous faites un discours et qu'il est automatiquement retranscrit sur un papier ou sur un document, il s'agit là d'une automatisation d'un exercice cognitif. C'est ce que nous connaissons aujourd'hui et qui va se généraliser. Alors, on va rentrer maintenant dans le champ économique pour aller vers la finance. Mais d'abord, c'est très important d'avoir le contexte économique pour comprendre pourquoi l'intelligence artificielle est primordiale dans toutes les initiatives qui concernent le secteur financier aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes arrivés au bout du capitalisme marchand. Le capitalisme marchand est caractérisé par des échanges de biens et de services. Ce qui est intéressant, c'est que ça a rythmé tout le développement de l'humanité. Et puis, à un moment donné, on a constaté, après la révolution industrielle et lors de l'avènement d'Internet notamment, que la valeur ajoutée, ou on va dire la capitalisation des entreprises, avait une augmentation beaucoup plus importante qu'avant. Tout ça se base sur l'information, sur les données qui circulent. Et ce qui est intéressant, c'est que contrairement à un service ou surtout à une marchandise physique, l'information circule beaucoup plus vite. Donc, la donnée circule beaucoup plus vite, ce qui crée en fait une dynamique beaucoup plus importante en termes de création de valeur ajoutée. Et ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est que les banques centrales en général, qui sont très utiles pour maintenir, on va dire, l'équilibre entre l'inflation et les taux d'intérêt, ce qui est important de comprendre, c'est que dans un monde cognitif comme celui qui pourrait être régi par l'intelligence artificielle, le contrôle de l'économie ne peut plus se faire que via le taux d'intérêt. Pourquoi? Parce qu'on a constaté ces derniers temps, et par exemple en Europe, c'est ce qu'on a vu avec la Banque centrale européenne, le fait de baisser les taux d'intérêt pour pouvoir relancer l'économie et la croissance a des effets plutôt mitigés. Pourquoi? Parce que ça a des effets pervers, notamment dans tout ce qui est, dans tous les capitaux, on va dire, improductifs comme l'immobilier. Donc, vous avez effectivement un accès à l'immobilier qui est plus intéressant car les taux d'intérêt sont bas. Mais la problématique, c'est qu'il y a un effet pervers sous-jacent, c'est que le prix du bien augmente. Et donc, cette augmentation du prix du bien compense finalement la baisse des taux d'intérêt en amont. Et donc, finalement, une relance économique en tant que telle ne peut pas se faire via les taux d'intérêt. Elle doit se faire via une création d'initiatives à haute valeur ajoutée pour pouvoir réorienter la production et l'économie et la croissance. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que l'intelligence artificielle, en utilisant les données, permet en fait de partir d'une matière première à coût très bas, générée de manière facile, et qui permet finalement de créer de l'information qui permet de prendre une meilleure décision, que ce soit au niveau des initiatives des entreprises ou tout simplement pour créer un nouveau service. Pour illustrer ce que je viens de vous dire, on va prendre l'exemple de General Electric. General Electric est une entreprise qu'on connaît toutes et tous. Ce qui est problématique avec la baisse des taux d'intérêt, c'est qu'elle alimente davantage les entreprises zombies, qu'on appelle zombies, c'est-à-dire ces entreprises qui vivent de la dette, qui ont une éligibilité pour accéder à la dette plus facilement, car il y a un historique, car il y a un capital de base, car il y a un personnel, et qui finalement vivent de cela. Et donc, la baisse des taux d'intérêt, c'est indirectement une politique de baisse des coûts, parce qu'on a accès au crédit beaucoup plus facilement. Mais le problème de cette stratégie, qui a été d'ailleurs soulignée par la Harvard Business Review, c'est qu'on ne peut pas définir une croissance d'un secteur, notamment financier, par la seule baisse des taux d'intérêt. Il faut créer de la croissance réelle, donc c'est-à-dire par l'information. Et ce qui est problématique aujourd'hui, c'est que plus les taux d'intérêt baissent, plus les entreprises zombies survivent. Et pour relancer des entreprises, des initiatives comme ici, par exemple, au niveau de l'intelligence artificielle dans la finance, il faut plutôt favoriser des taux d'intérêt pas très bas, pas très élevés, mais plus ou moins raisonnables. Parce que sinon, la concurrence avec les entreprises zombies, qui sont des fois très difficiles à identifier, devient problématique. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons une quantité de données phénoménale sur le marché. Et le problème, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que la moitié des données générées par an disparaissent. C'est ce qu'on appelle la dark data. Donc, 55% des données disponibles qu'on pourrait utiliser pour alimenter de l'intelligence artificielle et créer des services, des offres, etc., disparaît. Et il y a deux raisons.
ce que j'invite à faire pour le secteur financier, c'est de toujours commencer avec le traitement de la donnée. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'éviter le traitement des données dans des systèmes séparés, parce que lorsque vous avez des systèmes séparés, vous n'avez pas la possibilité d'harmoniser le traitement des données et donc de renforcer l'intelligence artificielle par son alimentation. Et de l'autre côté, pour avoir une intelligence artificielle suffisamment alimentée en données, il faut travailler sur son format. Et dans le secteur financier en général, et ça c'est une vérité sur tous les continents, les formats de données ne sont pas de très bonne qualité. C'est ce qui minimise finalement, ou c'est ce qui sous-valorise son utilisation. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que si on permet l'utilisation de cette manne de données que nous n'utilisons pas encore aujourd'hui, on peut en fait faire des économies ou plutôt des investissements qui dépassent les milliers de milliards de dollars. Et ça, ce n'est pas un montant qu'on peut négliger. Il faut voir la donnée comme un investissement. Et ça, c'est fondamental. Et là, on voit sur cette… Je vais vite fait passer en revue cette équation pour vous prouver pourquoi l'intelligence artificielle est une possibilité d'augmenter, que ce soit le profit, mais également de pouvoir considérer, on va dire, une matière première à bas coût. Ici, ce qu'on a devant nous, c'est une équation Cobb-Douglas. Pour les économistes et les financiers qui assistent à cette conférence, vous voyez, j'imagine très bien de quoi je parle. Donc, en fait, c'est une équation de production. Je vais vous la vulgariser très rapidement. Vous avez Y à L exposant alpha, K exposant bêta. Y, c'est le rendement, le profit, ce que vous réussissez à produire en tant que secteur financier. Le L, c'est le labor, c'est-à-dire la variable de main-d'œuvre, de travail en général, c'est-à-dire le personnel, le management, etc., etc. Le K, c'est le capital. Et vous avez des exposants qui concernent finalement le degré d'utilisation du capital et de la main-d'œuvre pour produire le Y, c'est-à-dire la production, la richesse, le profit ou l'information, parce que l'information est aussi une richesse aujourd'hui. Lorsque, par exemple, Amazon demande à ses utilisateurs de Prime de leur fournir des données de navigation contre 10 $, on constate que ce qui est intéressant, c'est plus l'information que les 10 $. Et donc, l'information est aussi un investissement, c'est-à-dire un capital. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le alpha correspond à l'automatisation de certaines tâches qui sont dans le L, donc c'est-à-dire du personnel. Mais n'ayez crainte, ce n'est pas parce qu'on va ajouter de l'intelligence artificielle dans le secteur financier qu'on va avoir moins de main-d'œuvre. C'est totalement faux. Et c'est ce qu'a expliqué l'économiste Philippe Aghion, c'est que lorsque vous ajoutez cet exposant d'alpha qui augmente les marges, donc plus le alpha augmente, plus le Y augmente forcément. Et donc, lorsque vous ajoutez à l'alpha, on pourrait croire finalement qu'on va avoir besoin de moins de main-d'œuvre et donc moins de personnel dans le secteur financier. Sauf qu'il y a un effet Baumol. On appelle cet effet l'effet Baumol. Cet effet Baumol, c'est que lorsque vous automatisez beaucoup de tâches, à un moment donné, vous avez besoin en fait de la création d'une nouvelle activité qui a besoin de davantage de main-d'œuvre. Et même pour ces outils d'automatisation, vous avez besoin de superviseurs, car jusqu'aujourd'hui, aucune intelligence artificielle, aucun robot n'a de personnalité juridique. Donc, toutes les décisions qui doivent être prises dans le secteur financier ou autre doivent passer par l'équilibre rationnel d'un être humain. Et donc, le pouvoir décisionnel reste dans les mains de l'être humain. Et donc, l'effet Baumol est corroboré par cet aspect-là qui est extrêmement important. Et donc, l'intelligence artificielle va renforcer le profit, va renforcer l'augmentation de possibilités de créer de nouvelles activités dans le secteur financier et indirectement, et contrairement aux préconceptions qu'on peut avoir, ne va pas diminuer la qualité ou on va dire la quantité du personnel dans le secteur financier. Il va y avoir des réorientations, des formations, des ajustements, mais c'est tout ce qu'il existera dans les prochaines années. Et c'est ce que je vous ai expliqué ici. Ce qui est très important, lorsque vous lancez une initiative financière à l'aide de l'intelligence artificielle, il faut faire très attention à une chose. Et parmi vous, il y a des étudiants, donc je vais prendre 2 minutes pour m'adresser à eux ici sur cet aspect-là. Il faut savoir que l'intelligence artificielle dans le secteur financier va avoir besoin d'un certain type de profil non automatisable. Donc, hier, on faisait une distinction, une dichotomie entre le travail manuel et le travail cognitif.
en disant que finalement, le parcours classique du travail cognitif a une valeur de production beaucoup plus importante, une utilité beaucoup plus importante, donc a besoin d'une rémunération beaucoup plus importante. Et en fait, avec le capitalisme cognitif qui se développe de plus en plus, cette dichotomie devient obsolète. Ce qui est important, ce n'est pas de choisir un métier manuel qui sont très honorables d'ailleurs et dont on aura besoin énormément dans les prochaines années. C'est plutôt de penser l'avenir dans le secteur financier en fonction des tâches automatisables et non automatisables. Ceci a été démontré et, comment dire, expliqué de manière admirable dans un papier scientifique très fameux, très célèbre, qui est The Deployment of the US, qui a été mis en place par Osborne et Frey, qui explique que la nouvelle dichotomie qui doit dicter ou diriger l'étudiant, ou on va dire l'élève qui se dirigerait notamment vers le secteur financier, c'est plutôt sur une dichotomie automatisable, non automatisable. Lorsque vous voyez une possibilité dans laquelle l'intelligence artificielle pourrait automatiser certaines tâches, veuillez vous diriger vers quelque chose qui ne demande pas une automatisation, et donc votre possibilité de durabilité dans le secteur financier va être beaucoup plus importante. Je pense au management, je pense par exemple à la communication, je pense par exemple à la prise de décision dans la compréhension de certains modèles mathématiques et notamment de certains algorithmes, etc., etc., etc. Je vais passer ce slide. Donc, pourquoi l'intelligence artificielle dans le secteur financier? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la manne de données qui est extrêmement importante. Cette manne de données est un investissement qui n'est pas suffisamment utilisé et qui n'est pas suffisamment mis en avant pour alimenter l'intelligence artificielle. Donc ici, je vous montre quelques graphiques pour vous souligner l'importance de l'intelligence artificielle dans le secteur financier. Donc, comme vous pouvez le constater, la part du GDP, la part dans le PIB devient de plus en plus importante et elle va augmenter au fur et à mesure du temps, notamment dans le secteur financier qui représente le dernier carré. Donc là, on voit une augmentation significative qui va être exponentielle dans les années à venir. Et je pense même que ces chiffres sont plutôt des chiffres conservateurs. Vous voyez aussi que l'évolution de l'intelligence artificielle à travers le monde en termes de market size augmente de manière exponentielle. Le secteur financier est l'intermédiaire entre l'offre et la demande, entre la production et la consommation. Plus vous utiliserez l'intelligence artificielle dans le secteur financier, plus vous allez vous accaparer des parts de marché. Tout simplement parce que vous allez utiliser des données qui ont un coût extrêmement bas et jusqu'aujourd'hui, aucun pays dans le monde n'a créé une réglementation qui impose finalement l'utilisation des données. Donc, il faut en profiter. C'est aujourd'hui qu'on crée les futurs géants de demain de l'intelligence artificielle dans la finance. Plus vous allez vous diriger vers ceci, plus vous allez avoir la possibilité en fait de prendre des parts de marché extrêmement importantes. Maintenant, dans quel secteur, sous-secteur de la finance, l'intelligence artificielle va avoir le plus d'influence? Alors, effectivement, l'intelligence artificielle va créer des bénéfices dans tous les départements du secteur financier de manière très importante, mais on constate que les premiers chiffres, les premiers sous-domaines du secteur financier qui vont bénéficier de l'intelligence artificielle concernent le middle office. Donc, la gestion du risque et de la fraude. L'intelligence artificielle aujourd'hui, grâce à la NLP, donc le Natural Language Processing par exemple, ou tout simplement grâce au Deep Learning, l'identification et la détection, par exemple, de comportements inhabituels est quelque chose qui est extrêmement facile à faire aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Il faut juste deux conditions. Un écosystème, ou on va dire un système numérisé, donc dans lequel on peut aller chercher des données pour alimenter l'intelligence artificielle, et de l'autre côté, une activité dans laquelle vous appliquez cette intelligence artificielle. On constate que aussi le banking conversationnel va prendre de plus en plus de place. Je pense même que le banking conversationnel va être beaucoup plus important dans les années à venir. Et ce qui est intéressant, c'est que les dernières études au niveau de la GPT-3, donc ces NLP qui font de l'analyse sémantique à travers les textes, va automatiser énormément de tâches qui sont encore aujourd'hui pénibles et répétitives. Je parle par exemple de la gestion des mails, par exemple. Lorsque vous faites du banking conversationnel, lorsque vous échangez des données, des informations entre un trader et un client, un trader et le management ou un trader et ses collègues, le fait de pouvoir analyser l'échange qui a été fait en termes de conversation et d'analyse de trading peut apporter d'informations supplémentaires qui peut être
par la suite injecter dans le risk management qui, par la suite, peut faire une contre-analyse ou une analyse supplémentaire et donc aiguiser davantage ces rapports et donc la stratégie de la banque en général. Donc, comme je vous l'ai dit, l'intelligence artificielle utilise des algorithmes par la donnée. Et ce qui est intéressant, et donc c'est en lien avec le banking conversationnel, c'est que pour l'instant, nous utilisons que 5%, enfin oui, entre 10 et 20% plutôt de données. Et il faut savoir que 80% des données disponibles sont des unstructured data, donc des données non structurées, du texte, des réflexions, des idées, des analyses écrites, etc., etc. Et donc, vous imaginez la manne de capital qui existe sur le marché et qui a besoin juste d'intelligence artificielle pour l'utiliser. Et ce qui est intéressant, c'est que quelle que soit la maturité du secteur financier, quel que soit le développement du pays, toutes les cartes sont redistribuées grâce à l'intelligence artificielle. Tout simplement parce que vous avez des données à disposition, il vous suffit juste une certaine population active. Et plus vous la numérisez, plus vous allez avoir la possibilité d'utiliser des données. Et donc, la compétition est relancée, même entre les places financières mondiales, lorsqu'il y a une stratégie qui est faite au niveau de l'intelligence artificielle, et la Chine l'a même dit clairement dans les derniers discours au niveau de l'intelligence artificielle, c'est que ça devient le fer de lance dans la compétition du secteur financier demain. Il est impossible aujourd'hui d'imaginer une position forte dans le secteur financier sans l'utilisation d'intelligence artificielle. Je vais passer ce côté. Voilà. Un élément extrêmement important qu'il faut considérer aujourd'hui. Vous vous rappelez de la crise de 2008, qui est une crise qui a été largement justifiée par une crise du crédit ou une crise des liquidités. On a dit finalement qu'il y avait une impossibilité finalement de rembourser un certain paiement en temps et en heure. Donc, c'est le cadre un petit peu du crédit. Et on a dit finalement, vu qu'il n'y avait pas de remboursement, il n'y avait plus de liquidité, donc le système était devenu aride. Le problème, c'est que cette crise n'est pas une crise de liquidité, ni une crise de crédit. C'est une crise de la donnée. Tout simplement parce que les sociétés de rating, encore surtout aux États-Unis, utilisent des méthodes statistiques plutôt anciennes qui ne permettent pas d'étudier la non-linéarité entre les différents actifs financiers en général. Lorsque vous pouvez en fait créer une intelligence artificielle qui essaie de comprendre les patterns, donc le schéma qui se dessine entre un input et un output, donc comprendre comment le comportement d'un certain actif financier, d'un bond par exemple, par rapport au comportement de certaines actions d'un certain secteur, en fait, vous avez la clé, vous avez l'information pour rediriger, réorienter votre banque ou votre assurance dans le secteur financier. Et ce qui est intéressant, c'est que l'intelligence artificielle est fondamentale dans ce secteur. Pourquoi ? Parce que le secteur financier est le secteur qui regorge de plus de données lorsqu'on compare à tous les autres secteurs. Et donc, il faut juste en fait travailler sur cette qualité de données, la rendre disponible et par la suite utiliser les bons algorithmes pour tirer profit de cela. Ici, je vais vous donner aussi une autre vision qui est extrêmement importante. Il faut savoir que le secteur financier ne peut pas avancer sans le régulateur. Il doit y avoir effectivement un équilibre sain et pacifique entre le régulateur et le secteur financier en général. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que d'un point de vue risk management, et ceci je conseille pour tous les banques à laquelle je donne des conférences, il faut absolument quitter les modèles de Basel qui nous demandent en fait de faire de l'IRB des modèles internes mathématiques pour essayer de modéliser modéliser le risque en général, que ce soit le risque de marché, le risque de crédit, le risque opérationnel, etc., etc. Parce que aucune crise ne connaît une loi normale. Donc la loi normale, vous voyez cette espèce de courbe qui explique un peu la probabilité d'arriver vers une crise, par exemple, et en fait, les tails, donc les queues en bout de loi normale, représentent finalement les pertes. Et effectivement, vu que c'est une loi normale,
la probabilité qu'il n'y ait pas de perte est très élevée. Mais quelquefois, cette probabilité peut s'appliquer dans une crise et donc vous provoquer une perte assez significative. Et donc, du coup, pour éviter de passer par ces modèles internes qui sont aujourd'hui encore encouragés par tous les régulateurs d'un point de vue mondial, il faudrait peut-être passer par l'intelligence artificielle et donc fournir des données crédits. Donc, plus fournir des données crédits manuscrites dans des formats séparés, mais plutôt fournir des données dans un certain format au régulateur qui, par la suite, utiliserait un super algorithme d'intelligence artificielle qui pourrait justement anticiper le risque de crédit d'un point de vue général ou même localement en réalité. Et aujourd'hui, on n'en est pas encore là. Mais si on arrive à cette situation où toutes les données crédit, donc informatisées, sont reportées au sein des régulateurs, on pourrait imaginer finalement une transparence déjà beaucoup plus importante de la part du secteur financier envers les régulateurs, mais même au niveau du régulateur, une méfiance qui diminue, une confiance beaucoup plus importante, et donc ce qui va favoriser en fait davantage de collaboration. Donc les données crédits, plus vous allez avoir des données, plus vous allez avoir des crédits ou même des liquidités matérialisées en données informatiques, plus vous anticipez finalement la dynamique de demain qui est celle de fournir ses propres données. Je vais vous donner un exemple simple. En Europe, on a ce qu'on appelle Anacrédit. C'est une réglementation qui vient d'être mise en place, qui demande à toutes les banques de fournir petit à petit, de faire les reportings de crédit via de la donnée informatique. Et donc, les banques aujourd'hui sont en train de s'empresser, de matérialiser ces crédits en données pour les fournir aux banques, mais il faut aux régulateurs. Mais ce qu'il faut évidemment souligner, c'est que les banques aujourd'hui dépensent énormément d'argent pour les consultants afin de pouvoir avoir ces données crédit. Imaginez, vous êtes une fintech ou une banque tout simplement qui commence à utiliser l'intelligence artificielle comment dire, avec une importance beaucoup plus élevée et que vous anticipez en fait cette demande du régulateur de fournir des données crédit, vous allez en fait anticiper le marché, vous allez diminuer les coûts de manière drastique parce que vous allez anticiper une dynamique. Et c'est ce qui se passera dans les prochaines années. Dans les prochaines années, à coup sûr, le régulateur demandera des données, enfin les informations au niveau des crédits sur base de données, donc matérialisées informatiquement. Donc ici, je vais passer ce point-là. Je regarde, il est 18h05. Voilà, petit point aussi qui est extrêmement intéressant et ceci va d'ailleurs, je pense, vous motiver à vous tourner davantage sur la donnée plutôt que sur la monnaie en général. C'est que, vous voyez, lorsque il y a une augmentation des taux ou une baisse des taux de la Banque centrale, qu'est-ce qui se passe directement ? C'est qu'il y a un comportement différent au niveau de la valeur de la monnaie qu'on a en poche. Les 10 dirhams que vous avez en poche ou les 100 dirhams que vous avez en poche, que les taux d'intérêt soient plus bas ou plus hauts, diffèrent. Et donc finalement, plus vous créez de la monnaie, plus la quantité de monnaie en circulation est élevée, plus la valeur de votre billet diminue. Et lorsque vous faites inversement, c'est effectivement la dynamique inverse qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a une corrélation négative entre la manipulation des taux d'intérêt et la valeur de l'argent que vous avez à disposition. Et le secteur financier tourne encore de manière très importante au niveau de cette monnaie. Mais si on change de paradigme et que finalement le secteur financier tourne plutôt autour de la donnée, je présume et je constate qu'il va y avoir en fait une manne de profit beaucoup plus importante et je vais vous expliquer pourquoi. Je vous ai dit que plus il y a de quantité de monnaie disponible, plus la valeur de votre billet diminue. Ici, avec la donnée, c'est tout à fait le contraire en fait. La corrélation est positive. Plus vous créez de la donnée, plus la valeur de cette même donnée augmente. Pourquoi ? Parce que contrairement à la monnaie, la donnée peut être évolutive, c'est-à-dire qu'à travers le temps, elle se complexifie, elle gagne en précision, et donc finalement, elle alimente davantage l'intelligence artificielle que vous utiliserez dans le secteur financier. Et donc, si le paradigme ou l'architecture financière passe de la monnaie traditionnelle vers la donnée, donc
implicitement, j'encourage l'utilisation d'intelligence artificielle dans le secteur financier, vous allez finalement créer beaucoup plus de valeur et vous ne serez plus finalement soumis on va dire, à une manipulation de taux qui pourrait justement contrecarrer vos activités financières en tant que banque ou assurance. Et donc ça, c'est un point extrêmement important à considérer pour anticiper les dynamiques futures. Ici, le but de cette masterclass, si je dois vous donner un élément de réflexion extrêmement important, c'est que le secteur financier aujourd'hui, au Maroc, peut anticiper les dynamiques à venir. Et ces dynamiques passent finalement par l'utilisation de la donnée, ce qui va provoquer une baisse de coûts significative parce que vous allez avoir besoin de moins de consultants. Et donc, de l'autre côté aussi, une transparence beaucoup plus importante à l'égard du régulateur. Et indirectement, et ça, je fais un lien avec l'économie, vous allez être plus en lien avec l'économie parce que vous allez avoir des informations implicites, des connexions non linéaires entre les différents actifs. Donc, vous êtes plus à même de pouvoir calculer le risque de crédit ou le risque de marché. Et donc, finalement, de mitiger le risque de crise et donc le risque de récession. Parce qu'il faut savoir que le secteur financier est extrêmement important, il est fondamental, c'est l'intermédiaire entre l'offre et la demande, c'est ce qui permet d'alimenter l'économie et donc le secteur financier doit être poussé vers cette ère cognitive qui va pouvoir justement améliorer le risk management, mais aussi les autres départements en général. Voilà, j'espère avoir respecté le temps imparti. Bah, écoute, tu l'as respecté limite à la seconde près. Donc, est-ce que c'est l'intelligence artificielle qui a permis ça ou pas? Ça, on ne le saura pas. Je te remercie en tout cas pour cette présentation. Et franchement, c'était très clair pour le coup. Il y avait une vulgarisation. Donc, j'ai bien senti l'effort pour expliquer certaines parties qui par moments pouvaient paraître très techniques, effectivement. Mais parfait. Bah, écoute. Et l'idée, bon, on a reçu quelques questions. Donc, je vais commencer par peut-être la première question qui est très légitime et à laquelle on peut s'attendre. Bon, la question est la suivante. Donc, nous avons vu tout ce que permet effectivement l'IA dans le contexte économique et financier, donc dans la rentabilité, la relance économique, l'optimisation des coûts, le risk management. Mais est-ce que cette IA n'aurait pas d'inconvénients ou d'effets pervers? C'est effectivement une des questions qui revient le plus souvent. Est-ce que c'est la machine qui va l'emporter sur l'homme? C'est quoi un peu les dangers finalement de cette intelligence artificielle? Alors, effectivement, il peut y avoir des dangers si on utilise effectivement… L'algorithme est toujours le miroir de soi. C'est-à-dire que lorsqu'on utilise un algorithme, on a tendance à y incruster des biais que nous avons nous-mêmes. Mais ce qui est intéressant avec le secteur financier, c'est que les biais ont une probabilité inférieure de se loger dans ces algorithmes parce que le secteur financier est par essence abstrait. Et donc, contrairement par exemple à un algorithme de recrutement où effectivement on incrusterait des biais cognitifs, ici c'est beaucoup plus incertain. Cela dit, l'intelligence artificielle doit se baser sur une quantité de données importante et de bonne qualité. Si effectivement nous n'avons pas suffisamment de données à disposition, l'algorithme va être biaisé. Et donc le seuil de quantité de données ou de volume de données à disposition doit être évalué par la banque en elle-même en fonction de ce qu'elle a à disposition. Et là, effectivement, on ne peut pas avoir une décision ou une conclusion absolue sur la sorte. Tout dépend en fait de la stratégie de la banque, de son positionnement et surtout de ce qu'elle voudrait faire de ses algorithmes. Donc, il faut garder l'intelligence artificielle comme étant une indication qui permet de prendre une meilleure décision. Et le deuxième élément qui, je pense, supplante l'idée ou la réflexion que l'intelligence artificielle pourrait être dangereuse, c'est que finalement, ça sera toujours l'être humain qui prendra la décision parce que la personnalité juridique pour une intelligence artificielle n'existe pas et n'existera pas à mon sens. Tant que nous avons une intelligence artificielle qui permet juste de faire du quantitatif, et même, comme je vous l'ai dit en début de masterclass, il n'y a pas de conscience artificielle, il n'y a aucune raison qu'une intelligence artificielle puisse concourir avec l'être humain. Donc, la personnalité juridique inexistante pour l'intelligence artificielle évite, en fait, mitige tout risque de danger de cette même IA dans le secteur bancaire et financier en général. Excellent. Et du coup, l'intelligence artificielle n'est pas prête, donc par rapport à ce que tu viens de dire, de remplacer l'humain, parce qu'effectivement, il n'y a pas de confiance, il n'y a pas l'humain est tout nécessaire. Ça va juste permettre d'automatiser certains process et du coup d'éviter certaines tâches qui sont redondantes, qui sont inutiles, de les accélérer, donc aider l'humain plutôt que de le remplacer. Et le rendre plus productif. C'est ça. Et je pense même qu'il n'y a même pas question de remplacement. Je pense que ça va même créer de l'emploi, même dans le secteur financier.
l'intelligence artificielle va créer davantage d'emplois. Ça a l'air contre-intuitif lorsque je l'explique comme ceci, mais c'est exactement ce qui va se passer. On parle beaucoup aujourd'hui de rapports qui disent que l'intelligence artificielle pourrait éjecter 30% du personnel financier. En fait, on dit que ça va éjecter 30%, mais on ne dit pas que ça va ajouter 50% aussi. Donc, le différentiel de 20% n'est pas quelque chose qu'on souligne parce que, effectivement, lorsqu'on communique sur l'intelligence artificielle, on a plus tendance à parler du chaos plutôt que du bon aspect de cette technologie. Mais du coup, quand tu dis en fait que les 30%, ça va effectivement les éliminer et les remplacer par 50%, est-ce que ça suppose que les 50% qui rentrent sont plus qualifiés que les 30% qui ont quitté? Est-ce que du coup, ces 30% qui vont être, entre guillemets, éjectés, si on peut utiliser ce terme-là, devront en fait se former et comment est-ce que ces 30% pourront en fait rebondir quelque part? C'est un peu la question. Alors, il y a deux éléments. Premièrement, il y a la transition générationnelle, c'est-à-dire qu'il y a une part, une proportion importante, par exemple des 20% qui va arriver au fur et à mesure du temps, qui va être naturellement en fait formée ou par le cursus universitaire qui va s'adapter, ou tout simplement par l'intérêt personnel, parce qu'on voit aujourd'hui que les connaissances sur la finance et même sur la crypto-finance est de plus en plus importante. Donc, on voit que les étudiants déjà aujourd'hui ont un intérêt qui va au-delà de ce qu'ils ont dans leur cursus universitaire. Et de l'autre côté, il va y avoir une possibilité de formation, de reconversion. C'est pour ça que j'ai constaté dans pas mal de banques une possibilité de formation interne et de plus en plus de formations qui sont organisées pour pouvoir créer finalement la possibilité de se réorienter ou de se reconvertir tout simplement. Donc, je pense qu'il va y avoir peut-être un choc sur le court terme, mais qui ne sera pas significatif. Et sur le long terme, ça va être extrêmement positif parce que tout doucement, on va avoir beaucoup plus de personnel dans le secteur financier. Et ce qui est intéressant, si je dois donner aussi une indication, c'est que les soft skills vont prendre aussi beaucoup de place. Donc, le management, tout ce qui est lié à l'interaction humaine va prendre beaucoup plus d'importance. Excellent. Alors, on a une question plus sur le use case Maroc. Est-ce que tu as une idée sur le niveau actuel d'implémentation donc de l'IA au Maroc? Où est-ce qu'on en est? Et quels sont un peu, quel est comment tu vois cette évolution arriver ici au Maroc? Est-ce que tu es optimiste? J'imagine que oui. Et voilà, qu'est-ce que tu peux nous en dire Ouais. plus? Je Morocco suis Wise. extrêmement optimiste parce que le Maroc a un certain équilibre dans l'encadrement du secteur financier qui n'est pas commun. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une grande compétition entre le régulateur et le secteur financier comme on peut le trouver dans certains pays. Et donc, il y a le terrain propice pour une collaboration, notamment lorsque je vous ai parlé de ces crédits qui doivent être matérialisés en données. Maintenant, le défi, il est le suivant. Le défi est de se concentrer sur les hardware qu'on a à disposition. Les nouvelles initiatives du secteur financier doivent absolument, dès le début, même si les coûts peuvent être importants, investir dans des hardware extrêmement développés et directement recourir à l'intelligence artificielle, quitte à, faillir pendant les premiers mois ou les premières années. Ça, c'est extrêmement important. Et la concurrence va se faire surtout là-dessus, au niveau de la possibilité, on va dire, de la flexibilité dans le changement des hardware, dans la transformation des hardware, dans l'adaptation par rapport aux nouveaux hardware. Et j'imagine qu'une de tes recommandations serait peut-être aussi au niveau académique, comme tu l'as dit. Donc, il y a une adaptation des Oui, universités, en tout cas, et des formations. C'est un enjeu tout à clé fait. pour toi? Ça passe par là? Tout à fait. Effectivement, le cursus universitaire doit aussi s'adapter. Je pense que l'intelligence artificielle doit commencer, ou plutôt l'utilisation de données doit de plus en plus s'immiscer dans les cursus universitaires au Maroc et même en général en réalité, hein, parce qu'on ne peut pas. Moi, j'ai aussi une formation d'économiste aussi en partie et de risk management. Et ce que je constatais, même ici en Belgique ou en France, les cours se basent sur des méthodes statistiques un peu anciennes et il faudrait justement donner une impulsion au niveau de l'utilisation des données pour essayer de renforcer sa vision du risk management. Parce que pour ma part, le risk management va être beaucoup plus important dans les années à venir. Et on constate déjà aujourd'hui le nombre de personnel le volume de personnel qui augmente au fur et à mesure du temps est quand même très palpable, tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de réglementation, parce qu'il faut un contrôle, une compréhension des activités, mais aussi parce que le risk management est une forme de compréhension des temps. L'intelligence artificielle prédit l'avenir, le risk management essaye de le deviner. Et donc, finalement, il y a une cohérence, une cohésion plutôt naturelle entre les deux.
Absolument, absolument. Alors, on a une autre question. Quels sont les algorithmes de machine learning appliqués à la finance? Alors, est-ce que tu peux un peu nous parler peut-être plus de détails, avec plus de détails, cette partie-là? Pour moi, l'algorithme qui a le plus d'effet aujourd'hui dans le secteur financier et qui est poussé par beaucoup de startups un peu partout et qui automatise les premières tâches, il faut savoir que l'intelligence artificielle, lorsque elle s'intègre ou s'immisce dans un secteur, elle va d'abord automatiser ce qui est le plus facilement automatisable, naturellement, intuitivement. Et donc, ça passe par la NLP, donc le Natural Language Processing. Tout le traitement de mails, tous les échanges en fait, de texte ou d'analyse sémantique, il faut savoir que même dans le secteur financier, nous avons des départements juridiques, légaux, qui doivent parcourir des réglementations à chaque fois mises à jour et qui demandent une compréhension très importante. Et donc, cette retranscription du texte juridique vers la modélisation, d'ailleurs, j'en avais fait à l'époque. Donc, le fait de retranscrire cette réglementation dans les modélisations mathématiques pour soit calculer l'exposition au défaut, le LGD, Loss Given Default, etc., etc., etc. Il faut effectivement une compréhension par la sémantique, et l'intelligence artificielle est la plus redoutable et la plus intéressante pour pouvoir booster en fait cette cohésion entre le service juridique, on va dire le service de compréhension de réglementation, compliance, et le risk management qui va modéliser et qui va donner en fait une réorientation stratégique à la banque en général. Donc je dirais que c'est la NLP qui constitue une première étape. Et tant qu'on n'est pas passé par là, je pense que c'est très ambitieux d'utiliser d'autres intelligences artificielles alors que celle-ci est primordiale. Et tu peux me corriger si je me trompe. Je pense qu'il y a des startups maintenant qui travaillent sur de la NLP, sur Derija carrément, donc sur le Ouais, dialecte marocain. exactement. Exactement. Et ça, c'est quelque chose qui va apporter beaucoup de fruits dans les années à venir. En tout cas, moi, j'y crois énormément. J'ai même imaginé, j'avais donné une conférence au Conseil du Golfe il y a quelques mois, et donc, ils nous avaient demandé de faire un rapport de recommandation sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les pays arabes en général. Alors moi, ce que j'ai préconisé, c'est une espèce d'NLP géant dans lequel on pourrait avoir le maximum de données entre les différents pays arabes, euh, même si effectivement on pourrait dire que la Darija et la langue classique générale, la langue arabe diplomatique en général diffèrent, il y a des connexions à faire. L'intelligence artificielle peut totalement créer un lien entre la Darija et la langue classique, l'arabe classique. Ça, il n'y a pas de souci au niveau technique en tout cas. Et donc ça, c'est quelque chose qui pourrait être très intéressant d'un point de vue en tout cas international. Sachant que NLP, ça peut être par de l'écrit, ça peut être par de l'oral, on Tout à peut fait. parler à une machine, etc. Excellent. Tout à fait. Et 80% des données disponibles sont ce type de données. Donc, imaginez le capital qu'on pourrait aller chercher pour le secteur financier. C'est incroyable parce qu'en fait, effectivement, intuitivement, on se dit bah, le NLP ou la NLP en tout cas, ça sert à répondre aux êtres humains, mais concrètement, ça sert aussi à récupérer de la data qu'on analyse également. C'est-à-dire que la réponse n'est Exactement. pas instantanée, mais on a récupéré suffisamment de data, de conversations, bien sûr, dans un cadre légal qui permet d'enregistrer ces conversations-là, bien évidemment, dans un service client ou autre. Et c'est cette analyse de cette data-là qui nous permettra d'améliorer nos produits, d'améliorer certains aspects, etc. Comprendre le client ici et s'adapter aussi à son comportement et aussi prévenir les comportements inhabituels de fraude qui sont à hauteur de plusieurs millions de dollars par année. Absolument. Et c'est quelque chose qui se fait par de l'analyse de tendance. Donc, on analyse un peu l'historique Mhm. qui s'est passé, on a des trends et on peut éviter que ça se reproduise. Exactement. Et donc, ça crée une garantie et donc une méfiance bien plus basse à l'égard du consommateur. Il y a certains clients qui ont une certaine méfiance envers le secteur bancaire. Là, c'est l'opportunité finalement de leur donner une pleine confiance. Et tu penses que l'IA aussi peut aider dans tout ce qui est scoring pour le financement, c'est-à-dire que Ah oui, scorer oui. des dossiers de financement? Tout à fait. C'est un élément extrêmement fondamental. J'en ai pas parlé ici parce que c'était une masterclass de modeste durée. Le credit scoring va être extrêmement important avec l'utilisation d'intelligence artificielle. Ça va même éviter ce qu'on appelle en économie la sélection adverse. Donc, la sélection adverse, elle découle de la grande théorie économique de la symétrie de l'information, c'est-à-dire que sachant qu'on n'a pas suffisamment d'informations sur cette personne qui pourrait être visible via les données NLP, donc les données écrites, de texte, etc., ben, on ne va pas lui accorder un crédit. On va même aller plus loin, on va peut-être lui demander une garantie ou un apport beaucoup plus important parce qu'il y a une asymétrie d'information. Lorsqu'il y a une asymétrie d'information, à qui profite la chose?
aux prêteurs évidemment, mais même aux prêteurs, c'est une perte significative parce que, à cause de la sélection adverse, ils perdent de potentiels clients ou potentiels emprunteurs qui pourraient justement créer du profit pour la banque. Et donc, pour le credit scoring, l'intelligence artificielle va être fondamentale. Ça crée plus de transparence parce qu'il est clair qu'on peut davantage étudier la personne et ses projections. Et de l'autre côté, on va pouvoir éviter la sélection adverse et donc ne plus négliger des clients potentiels ou des emprunteurs potentiels. Donc, ça crée plus d'inclusion économique, une relance beaucoup plus importante, etc., etc. Excellent. Moi, je vais profiter de ta présence pour parler aussi, j'ai vu tout à l'heure que tu as parlé de smart contract. Est-ce qu'on peut évoquer éventuellement le sujet de la finance décentralisée, la fameuse DeFi, qui est en train un peu de se généraliser, enfin, généraliser est peut-être un grand mot, mais qu'on commence à voir apparaître un peu partout, notamment dans les pays où la législation le permet. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cela? Est-ce qu'on doit, encore une fois, c'est un peu le sujet, avoir peur de cette décentralisation? Il n'y a plus un acteur central qui gère un peu le sujet, ou est-ce que tu penses que c'est une évolution naturelle? C'est les smart contracts qui vont s'autoréguler. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Tout à fait. En fait, on a souvent un réflexe, et moi le premier, d'opposer les tendances. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une tendance qui émerge dans le secteur, on croit qu'elle va remplacer la précédente. Ce n'est pas toujours vrai et ce n'est pas toujours quelque chose qu'on peut démontrer. En tout cas, lorsqu'on parle de technologie dans la finance, je ne vois pas de contre-exemple ou d'opposition de tendance lorsqu'on fait un retour sur ce qui s'est passé dans le secteur financier d'un point de vue informatique ces dernières années et même ces dernières décennies. En fait, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on constate la grande tendance mondiale, on constate finalement que le pouvoir public ou la centralisation ne va pas disparaître du jour au lendemain. Je pense qu'elle va rester primordiale parce qu'il s'agit aussi de pouvoir créer une dynamique. On peut pas, je vais prendre un exemple historique, désolé de passer par cet exemple historique, mais il est important et fondamental de le comprendre. Vous voyez, au XIIe siècle, il y avait cette croisade entre Saladin et Richard Cœur de Lion, qui est Richard Ier, le roi d'Angleterre, et Saladin, ce grand monarque ayoubite qui avait beaucoup d'importance dans le Moyen-Orient. Lorsque Richard Ier, roi d'Angleterre, est parti avec Philippe Auguste, le roi de France, pour combattre Saladin, il était à ce moment-là le roi le plus puissant d'Europe, qui allait se confronter avec le roi oriental, le monarque oriental le plus puissant, qui était Saladin. Et ce qui est intéressant, c'est que ce roi d'Angleterre qui était défié par tout le monde, lorsqu'il est arrivé faire la croisade, il a dû rebrousser chemin parce qu'il y avait des petits soucis personnels avec Philippe Auguste, etc. Mais ça, ce n'est pas le plus important. Mais lorsqu'il est revenu en Europe pour retraverser l'Europe et revenir en Angleterre, il a été capturé. Il a été capturé et donc on lui a demandé une caution. Et donc le roi le plus puissant d'Europe a été attrapé, personne ne pouvait l'aider. Qui l'a sorti d'affaire? C'est Aliénor d'Aquitaine, qui n'est autre que sa maman, qui était juste une comtesse d'Aquitaine, et donc qui a fait son possible pour essayer de le sortir de ce pétrin. Et donc, Aliénor d'Aquitaine, c'est un petit peu l'État, c'est un petit peu le pouvoir centralisateur. Et Richard Cœur de Lion, c'est cette force offensive qui crée de l'innovation et qui pourrait être de la défaille, par exemple. Et donc, on ne peut pas. Ce que je veux illustrer ici, c'est qu'il ne doit pas y avoir une confrontation entre le centralisé et le décentralisé. Je pense que ce sont deux tendances qui vont subsister. La décentralisation va permettre de créer de nouvelles opportunités, peut-être même se greffer à la centralisation d'une certaine manière pour les smart contracts, pour authentifier, on va dire, les échanges et surtout protéger chacune et chacun dans les contrats. Donc, je pense que ce n'est pas quelque chose qui doit inquiéter, mais c'est quelque chose qu'il faut accueillir parce que c'est aussi une partie de l'avenir du secteur financier. Excellent. Bah, écoute, franchement, on pourrait en parler pendant des heures, hein. C'est un sujet qui est très, très, très intéressant. Bah, mais je vais profiter encore une fois que tu sois là pour parler peut-être d'un point un peu plus personnel. Donc, tu as écrit 2 livres sur l'intelligence artificielle. Est-ce que tu peux partager avec nous un peu l'expérience d'écrire des livres de ce genre? Comment est-ce que c'est arrivé? Comment ça a été reçu? Et qu'est-ce que ça t'inspire pour l'avenir également? Alors, effectivement, j'ai toujours eu cette volonté d'écrire. Encore une fois, lorsqu'on parlait d'opposition, j'ai travaillé dans le secteur financier depuis le début, donc dans le risk management qui devient de plus en plus quantitatif. Et on m'a toujours dit que la littérature et le quantitatif ne pouvaient pas s'allier. On essaie toujours d'opposer les choses. Moi, je voulais prouver le contraire, qu'on pouvait parler d'intelligence artificielle, donc
travailler dessus. Et donc, c'est un aspect très quantitatif. Et de l'autre côté, le marier avec la littérature, l'écriture, la démonstration, la vulgarisation. Et donc voilà, ça c'était plutôt personnel, le fait de devoir partager de la connaissance et de prouver qu'on pouvait être sur plusieurs domaines en même temps. Et c'est un petit peu l'avenir aussi du secteur financier. On va avoir besoin de plus en plus de personnes polyvalentes qui vont pouvoir être à l'aise tant avec la compréhension de la réglementation. Et on le voit bien aujourd'hui avec le secteur de la compliance dans le secteur financier. Ce n'est plus que des juristes qui travaillent en compliance, c'est aussi des personnes du secteur financier qui comprennent les dynamiques bancaires. Et donc la compliance n'est plus qu'aux mains du juriste, elle est aussi dans les mains de profils autres. Et donc, moi, pour ma part, le premier livre était, je remercie le bon Dieu, alhamdoulilah, qui était un succès. Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à faire plusieurs conférences, des dizaines et des dizaines de conférences un peu partout. Et je vois qu'il y a une sensibilité de plus en plus importante au niveau de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Je ne suis pas le seul, loin de là, de défendre cette position positive, mais le but est aussi comment dire, de contrecarrer toute la communication au niveau de l'intelligence artificielle qui est faite dans les films, qui est faite un petit peu dans les reportages, qui est plutôt alarmante que convaincante. Et donc, le but, c'est d'amener un souffle positif, de créer de l'espoir. Pour moi, c'est pour ça que mon premier livre, c'est L'intelligence artificielle, notre meilleur espoir. Il faut créer de l'espoir. Et je pense que si on crée cet espoir, même chez les étudiants ou les plus jeunes travailleurs professionnels du secteur financier, on va pouvoir dessiner en fait comment dire, un destin beaucoup plus radieux dans ce secteur-là. Et j'en suis absolument convaincu. Parce que la donnée, c'est par essence de la transparence. Et même si on parle aujourd'hui des algorithmes non explainable, j'illustre juste avec ça, puis je te laisse la parole, Sad. Donc, on parle d'algorithmes non explainable et que finalement, c'est une forme de boîte noire qui ne permet pas d'auditer et donc d'aller comprendre le raisonnement de l'intelligence artificielle. Eh bien, il y a déjà des intelligences artificielles aujourd'hui qui commencent à contrecarrer cette idée-là, dont le Neuro-Symbolic Learning qui fait qui se base en fait sur un raisonnement logique, donc auditable, et de l'autre côté qui utilise des données. Et donc, c'est vers ça qu'on va tout doucement, vers cet équilibre entre l'utilisation de la donnée et l'utilisation de la logique qui sera auditable par chacune et chacun. Parfait, c'est très clair, effectivement. Alors, pour clôturer cet événement, on va finir avec des réactions. Donc, ce n'est pas vraiment des questions, mais je vais lire des réactions un peu de notre audience et tu pourras réagir à ton tour à Bien chaque sûr, avec déclaration. plaisir. Alors, on a Emile qui nous dit qu'il pense que la corrélation positive entre le volume et la valeur, quand il s'agit de données de bonne qualité, qu'il y a, pardon, une corrélation positive, bien sûr, entre le volume et la valeur, quand il s'agit de données de bonne qualité, sinon c'est garbage in et garbage out. Donc, effectivement, la qualité de la donnée est primordiale. C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est la condition sine qua non. En fait, si effectivement, si on parle de corrélation positive, on suppose effectivement que la qualité de la donnée est intéressante et que toutes les données soient du même format. Et donc, qu'il n'y ait pas de données, on va dire, d'un autre format qui n'aurait pas été utilisé. Et donc, du coup, on aurait peut-être un biais au niveau du calcul ou au niveau de l'information finale. Donc, il faut vraiment que la donnée soit uniforme quelque part pour qu'on puisse l'analyser de la Exactement. même façon Tout à et fait. qu'elle soit qualifiée de la même façon. Parfait. Tout à Alors, on a fait. Jeanne qui nous dit qu'elle pense que l'intelligence artificielle va créer davantage de risques virtuels. La cybercriminalité est le sujet glorieux chez les politiciens. Est-ce que… Qu'est-ce que ça te fait réagir? Bah, écoute, on respecte Alors, tous les avis. c'est une question très légitime. C'est une question très légitime, mais concrètement, il n'y a rien qui démontre cela. Il n'y a rien qui démontre cela. On constate que l'intelligence artificielle ou l'utilisation de données ou même la DeFi ou autre n'augmente pas le degré de blanchiment d'argent ou le degré de fraude, que du contraire. Ce qu'on constate, c'est qu'à travers le temps, la criminalité autour de la fraude et du blanchiment d'argent diminue de manière assez importante. Et je ne vais pas citer l'exemple d'une certaine banque italienne qui est très connue. Cette banque a subi beaucoup de problématiques au niveau du blanchiment d'argent. Et grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle, on constate que son degré de blanchiment a fortement et drastiquement baissé ces dernières années. Elle s'est même réorientée vers une posture très technologique. Donc, ça démontre bien qu'une seule technologie peut changer carrément toute la trajectoire d'une banque aussi peu profitable et aussi peu célèbre qu'elle est actuellement. Donc, pour l'instant, il n'y a rien qui démontre que ça augmente une certaine criminalité.
Et je peux rajouter que même dans le Bitcoin, dernièrement, on a démantelé en fait un réseau de blanchiment de Bitcoin, alors qu'on pensait que le Bitcoin allait être un peu le fief de tous les cybercriminels, parce qu'il n'y a pas de traçabilité en tout cas, et que tout le monde est Ouais. pseudonyme. Parfait, effectivement. Juste, Et du juste coup, les smart un petit point sur Oui, le, oui. un petit Vas-y, point vas-y, sur je le t'en prie. Bitcoin. Bien sûr. Tous les coins, en fait, toutes les crypto-monnaies sur le marché aujourd'hui, ont généralement, en tout cas les plus réputées, à part le Bitcoin, qui pour moi est plus une monnaie différente, ont une blockchain quand même plutôt résistante. Les blockchains Binance ou autres sont des blockchains quand même très résistantes très résistantes, pardon, et très solides. Donc, je pense pas que ça posera des problèmes. Et même s'il y a des cas ou des cas, par exemple, de blanchiment ou de cybercriminalité, on voit que le degré en fait de danger qui existe n'est pas supérieur à ce qu'on a connu ces dernières années. Et puis l'intelligence artificielle va analyser des choses plus rapidement Voilà, qu'un être humain ne pourrait pas le faire, effectivement. Parfait. voilà. L'arme suprême de demain, je ne l'ai pas dit, mais c'est l'association de blockchain et d'intelligence artificielle. La blockchain pour le contrôle, l'intelligence artificielle pour la création de valeur. Et l'être humain, bien sûr, pour superviser tout Ah cela, oui, bien sûr, ah, tout à fait, tout à et fait. pour ajouter un cadre moral, toujours de conscience et éthique et tout ce Tout qui à est fait, autour. Alors, une tout à fait. dernière réaction, du coup, avant de clôturer, de Amine, qui a été très actif, on le remercie. Donc, un prérequis qui est souvent ignoré dans une bonne transition à l'intelligence artificielle est le Business Process Reengineering, qui fait en sorte que l'IA est installée sur une structure préalablement efficiente pour créer de la valeur. Bon nombre d'entreprises se sont lancées dans l'IA par FOMO, le fameux Fear of Missing Out, et ont gaspillé énormément de temps et d'argent. Tu es Tout à d'accord avec fait. ce point, j'imagine? Alors, je suis plutôt d'accord avec cet avis-là. Il est important de comprendre sur quel support on travaille et comment utiliser l'intelligence artificielle. L'utilisation de l'intelligence artificielle demande une stratégie au préalable, c'est-à-dire une compréhension premièrement du marché et aussi des hardwares qu'on pourrait utiliser. Je pense même, et ça c'est mon avis personnel du secteur, que les entités qui vont être les plus profitables dans le secteur financier avec l'intelligence artificielle seront des entités niches, donc c'est-à-dire des entités qui vont se concentrer sur un aspect précis de l'intelligence artificielle, comme par exemple la gestion des risques. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui va être beaucoup plus important parce que l'intelligence artificielle regroupe énormément d'opportunités et plus on va cibler donc l'activité, donc plus on va avoir une possibilité de créer une niche. Et aujourd'hui, on le voit bien dans la concurrence en général. Les entreprises comme les GAFA, par exemple, ou les BATX en Chine, ne peuvent pas conquérir avec les entreprises niches. Et donc, la seule manière d'avoir des parts de marché importantes et surtout de rester durable sur le marché, c'est d'être dans une activité niche. Parfait. Ben, écoute, on arrive normalement au bout de l'événement, mais on a reçu deux dernières petites questions. Donc, on va vraiment les Allons-y. traiter très, très rapidement. Ceci étant dit, je pense qu'on pourra partager éventuellement tes contacts sur les réseaux sociaux. Les gens pourront effectivement reach out pour te poser les questions qu'ils veulent ou te Oui, sur contacter. Instagram, LinkedIn, Twitter, il n'y a pas de souci. Excellent. On pourra effectivement le partager dans le post-event. Alors, très rapidement, l'impact de l'IA plus spécifiquement dans le domaine de l'audit. On ne veut pas frustrer notre audience. Ils ont des questions, on va y répondre très rapidement, les deux dernières. Alors, voilà, l'impact de l'IA dans le domaine de l'audit et quels enjeux pour l'audit et les professionnels du métier, donc de l'audit particulièrement. Alors, c'est une question très légitime. L'audit est un des secteurs qui va devoir le plus s'adapter comment dire, à l'accueil de l'intelligence artificielle parce qu'effectivement, il y a beaucoup de tâches dans l'audit qui vont être automatisées. Donc, pour être transparent et sincère, c'est un secteur qui doit se renouveler extrêmement rapidement, mais ça ne veut pas dire qu'il y aura une automatisation importante, totale, tout simplement parce que même dans l'audit, il y a une responsabilité très importante. C'est-à-dire que l'auditeur, lorsqu'il finit son dossier, il est responsable de l'analyse qu'il fournit tant au régulateur qu'à la banque si c'est un consultant externe, par exemple. Et donc, cela signifie en fait un personnel beaucoup plus aguerri et un personnel qui reste extrêmement central pour encadrer l'activité de l'audit. Et donc, cela signifie aussi que l'intelligence artificielle qui doit être utilisée dans l'audit doit être explainable. Donc, tant que cette intelligence artificielle n'est pas explainable pour comprendre
le mécanisme de l'intelligence artificielle, ça ne fonctionnera pas. Et ça suppose de nouveaux profils comme les data scientists, ça suppose qu'un auditeur ait des affinités avec le traitement de données. Et ça, de plus en plus, on va le constater dans ce secteur-là. On n'insistera jamais assez. Ça ne va pas remplacer les auditeurs, ça va venir en tant qu'outil pour justement les aider dans leur mission. Et la dernière question, quel est aujourd'hui le champ d'études qui relie l'IA et les sciences économiques? Est-ce qu'il y a un champ d'études? Ouais. Alors, effectivement, je suis un peu là-dedans. C'est vrai que c'est un terrain plutôt presque vierge. Je pense même que, en tout cas en francophonie, je suis le seul auteur qui fait le lien entre intelligence artificielle et économie. Il y a un autre auteur, mais plutôt anglophone, qui est Agrawal, qui fait le même travail, un peu différent, mais qui crée le lien entre l'économie et l'intelligence artificielle. Mais effectivement, la plupart des écrits dans la littérature anglophone ou francophone, vous allez avoir très peu de recherches ou de bouquins sur l'intelligence artificielle dans l'économie. Mais ça se développe de plus en plus dans les cursus doctoraux. Aujourd'hui. Donc, on constate qu'il y a de plus en plus de compréhension. Je vais vous donner juste un petit exemple assez sympathique et assez intéressant. C'est qu'il y a aujourd'hui des papiers scientifiques qui essaient de démontrer l'importance de l'intelligence artificielle dans le secteur financier via le deep learning, par exemple. Et d'ailleurs, un des papiers qui m'a frappé ces dernières années, c'est un papier sur la diversification. On nous a toujours fait croire que la diversification permettait de diminuer le risque de défaut en général, alors qu'on comprend très bien qu'en temps de crise, lorsque des actifs financiers comme les bons d'État, par exemple, subissent un dérating, par exemple, quoi qu'il arrive, il y a une corrélation avec les actions. Alors que dans la littérature économique financière traditionnelle, on dit que si vous investissez dans les actions, il ne faut pas investir dans les bons, parce que les comportements des deux s'opposent. Mais ce qu'on constate, c'est que en temps de crise, il y a effectivement une relation entre les deux. Et donc, finalement, on ne peut pas imaginer des méthodes statistiques gaussiennes, donc basées sur la loi normale, pour constituer la stratégie d'une banque ou de diversification dans les portfolios pour les asset managers ou les fund managers. Donc, il est extrêmement important, notamment dans ce cas de figure, de développer des idées de la recherche pour mieux comprendre comment on pourrait, avec l'intelligence artificielle, aller au-delà d'une diversification. Peut-être qu'un étudiant ou une étudiante parmi nous trouvera cette compréhension et permettra de comprendre le lien entre différents actifs et donc de proposer une stratégie différente aux fund managers et aux asset managers. Excellent. Bah, écoute, merci beaucoup pour ton temps et merci pour ton expertise. Avec plaisir. Un peu de développer sur ce sujet qui te passionne, hein, et à raison, ça se voit de toute façon que c'est un sujet qui t'a bien passionné. Tu as bien couvert un peu tout ça, tu nous as bien clarifié les choses. Alors, je rappelle à tout le monde déjà, merci à toute l'audience qui est restée jusqu'au bout. Je vous rappelle que donc on partagera avec vous effectivement les signaux, tout ce qui est réseaux sociaux, donc les adresses de Badr sur Twitter, sur LinkedIn, sur Instagram, et vous pourrez bien évidemment le contacter. Moi-même, donc, je suis Saad Jinan, coordinateur de l'Africa Innovation Lab, et vous aurez également mes contacts pour éventuellement reach out. N'hésitez pas, écrivez-nous si vous avez des questions ou si vous avez juste besoin d'avoir des infos sur ce que nous faisons. Ce sera avec un plaisir que nous y répondrons. Je vous donne également rendez-vous donc aux prochains événements de l'Africa Innovation Lab pour des webinaires, pour des masterclass. Badr a mis la barre très haut pour les prochaines masterclass, donc les prochains intervenants devront aussi égaler cela. Et du coup, je vous donne à tous rendez-vous. Encore une fois, merci pour votre présence et à très bientôt. Badr, encore une fois, merci à toi. À bientôt. C'est un honneur, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.